Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand format de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. 1 heure pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale avec un grand entretien de 26 minutes et cette question prêt pour l'impact que je pose à une personnalité qui compte dans notre économie. Ce sera Thierry Blandinière, le patron d'Invivo, qui répondra tout à l'heure. Une émission où il sera donc particulièrement question d'agriculture puisque je reçois également juste après ces titres la directrice du Salon international de l'agriculture, Valérie Leroy. Dans notre débat, on parlera des liens entre les startups et le monde associatif alors que la fondation du groupe Raise lance son accélérateur destiné aux associations. Dans notre rubrique Smart Ideas, je vous présenterai les alchimistes, leurs solutions de collecte des biodéchets, mais aussi des couches bébés biodégradables. Voilà pour les titres. C'est parti pour ce Smart Impact en format XXL. L'invité de Smart Impact, c'est Valérie Leroy. Bonjour. Bonjour. La directrice du Salon international de l'agriculture, 61e édition qui se tient du 22 février au 2 mars. Comme toujours, les chiffres sont impressionnants. Combien de visiteurs, d'exposants, de politiques en visite? Alors c'est vrai que sur le Salon de l'agriculture, qui est quand même un événement hors norme, tout est hors norme donc. Pour les visiteurs, imaginez qu'on reçoit 1% de la population française en moyenne chaque année, ce qui fait entre 600, à peu près, entre 600 et 620 000 visiteurs. Donc c'est quand même beaucoup. Plus de 1000 exposants avec des producteurs et des éleveurs également présents, 4000 animaux. Et je termine sur les visites politiques. Alors, on va dire jusqu'au Covid, qui a été un marqueur, on était à une moyenne d'une 50aine. Et là, depuis, on est passé plutôt à 85 visites chaque année. Oui, et on en reparlera évidemment ensemble. Ça représente 16 hectares, 9 pavillons. Comment faire en sorte qu'un tel barnum pollue et consomme le moins possible ? C'est très compliqué en fait parce que, alors là vous avez donné les dates du salon qui couvrent 9 jours. En fait nous en réalité on occupe le parc pendant 21 jours. C'est-à-dire entre là il y a en ce moment... Oui, ça bosse là. Voilà, ça vaut dans 2 jours mais il y a déjà des équipes qui y sont depuis la semaine dernière. Donc 21 jours avec une période de montage, avec des camions qui viennent, avec plus tard les animaux, enfin demain les animaux, etc. C'est compliqué d'avoir d'avoir un impact, déjà de mesurer son impact et de le réduire. Pour autant, depuis 6-7 éditions, on travaille et on crante des choses chaque année. Pas tout seul, avec les exposants à qui on demande le plus souvent possible de construire des stands réutilisables ou en matériaux réutilisés. On fait des pôles d'apport volontaire de matériel pour entretenir nos filières de recyclage et on travaille aussi beaucoup avec le parc puisque nous on est locataire du parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Exactement. Et ce parc qui est en travaux, en mouvement, en réflexion depuis des années et pour encore 4-5 ans, a fait énormément de progrès aussi. Il y a certains halls qui sont HQE, par exemple. Ils ont mis en place un système de récupération de pluie, chaudière au colza, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Et qui améliorent, évidemment, par ricochet aussi, le bilan, Bien sûr. Le bilan carbone du Salon international de l'agriculture. Il y a toujours une question centrale, que ce soit un événement comme le vôtre ou un grand événement sportif, je pense aux JO, Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris l'été dernier, c'est le transport. C'est-à-dire, vous nous dites 1% de la population française, 600, 650, eux ils viennent. Donc est-ce que vous avez, vous, des leviers ou est-ce que c'est un combat quasi impossible à mener pour les inciter à venir en train plutôt qu'en avion, à covoiturer, etc., etc. Alors, on ne peut pas les forcer, évidemment, mais on peut fortement les inciter. Donc, on a une communication qui va dans le sens de préférer les mobilités douces. Voici le plan pour venir à vélo, si vous êtes dans Paris, pour venir en bus, par exemple. Vous êtes 50 dans un bus, vous n'êtes pas tout seul dans une voiture, etc. Il y a un élément quand même important aussi, c'est qu'on a vu au fil des années
je dirais un peu comme dans beaucoup de villes, le nombre de voitures diminué juste du fait que le nombre de places de parking a lui-même nettement diminué. Donc il y a eu une période où le Salon de l'Agriculture recevait sur les 9 jours 700 bus par exemple. Les 700 bus, on ne peut plus les accueillir maintenant sur le parc. Donc en fait, quand ils viennent, ils vont se garer ailleurs dans différents parkings et les gens rejoignent le parc soit en métro, soit en tram, qui a nettement progressé aussi ces dernières années, soit à vélo d'ailleurs. Ouais. Donc c'est un levier sur lequel on peut quand même agir. Quelques chiffres sur l'agriculture française. Balance commerciale excédentaire de plus de 5 milliards en 2023. La France, 6e exportateur mondial, premier producteur européen de viande, bovine, céréales, œufs, huîtres, graines oléagineuses, premier exportateur mondial de vins spiritueux, semences agricoles, je ne vais pas faire toute la liste. Vous la voyez s'afficher, c'est vrai aussi des eaux minérales naturelles, des animaux vivants et j'en passe. Je donne ces chiffres parce que ils rejoignent le thème du salon que vous avez choisi cette année, la fierté française. Vous en avez marre de l'agribashing, c'est ce que ça veut dire quand on lit fierté française? Alors nous, en tant qu'organisateurs du salon, on est un peu la caisse de résonance, même carrément, de ce qui se passe dans le secteur agricole. Donc effectivement, c'est pas nous qui en avons marre, quoique, mais je le mets de côté, mais c'est le secteur agricole qui demande à avoir des occasions pour montrer ce qu'il sait faire de positif et être mis en avant. Donc on a un ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire qui travaille sur la souveraineté alimentaire. Pendant le Covid, on en parlait tout à l'heure, on a découvert le métier essentiel qui était celui d'agriculteur. C'est quand même des gens qui nous nourrissent. C'est-à-dire, s'ils n'étaient pas là, on ne mangerait pas. Et avec une certaine qualité en France due au fait du respect de cahiers des charges, de certains attendus pour pouvoir faire les productions, etc. Donc oui, il y a un besoin de montrer qu'ils sont fiers. Et le Salon de l'Agriculture, alors depuis 61 ans, 61 éditions, est l'endroit où se joue un dialogue entre ceux qui connaissent bien l'agriculture et qui la font, et ceux qui la mangent ou qui la connaissent moins et qui viennent poser des questions. Donc les uns ont besoin de montrer qu'ils sont fiers de ce qu'ils font, et les autres viennent les rencontrer pour découvrir justement ce qui fait cette fierté. Mais c'est aussi un métier qui attire moins. C'est-à-dire, il y a une baisse régulière du nombre d'exploitations. On va y avoir, là, on arrive avec une classe d'âge qu'il va falloir remplacer. C'est un des enjeux majeurs du secteur agricole aujourd'hui. Et ma question, elle rejoint finalement les enjeux de transition, de réduction d'impact dont on parlait. On a ce sentiment que le monde agricole, certainement que les normes sont trop nombreuses ou qu'elles sont trop complexes, mais est en train d'appuyer sur le frein dans cette ambition de transition environnementale. Comment, vous qui êtes la caisse de résonance, vous le ressentez, ça? Alors, nous, ce qu'on voit se jouer dans les thématiques qui ont cours dans le salon, c'est ce qui existe aussi dans la société, la difficulté des agriculteurs, c'est-à-dire comment aller dans le sens d'une transition agroécologique, je dirais au sens large, comment s'adapter au changement climatique, tout en ayant un impact limité, je dirais, sur le business tout de suite et l'exploitation. Parce que concrètement, quand on dit à un agriculteur, il va falloir irriguer autrement, il va falloir arrêter tel système de phytosanitaire, etc., ça a un impact sur son rendement. Donc, ils sont très très nombreux à avoir très très peu de marge et à être mal payés. Absolument. Donc l'ambiguïté, le paradoxe de dire il faut aller vers plus de verre et en même temps éventuellement ça peut avoir des impacts pour certaines des productions des agriculteurs. Ça existe évidemment dans le salon de l'agriculture et c'est discuté dans le salon de l'agriculture aussi. Oui. Oui, mais il y a pour la deuxième année consécutive, et ça va s'appeler à durer, un SIAPRO, donc une partie du salon destinée aux professionnels. Il y sera beaucoup question d'énergie verte, de compléments de revenus, de méthanisation, etc., etc. Oui, parce qu'un des leviers justement pour progresser dans ce domaine-là, c'est de proposer aux agriculteurs des moyens financiers. C'est-à-dire qu'une perte de rendement peut peut-être être compensée par la fabrication d'électricité, par exemple en méthanisation ou en énergie nouvelle,
industriel, avec des éoliennes, etc. Donc oui, il y aura ça. Il y aura aussi... Avec de l'agrivoltaïsme aussi. Ou de l'agrivoltaïsme, exactement. Il y a, dans SIAPRO, qui est destiné vraiment aux agriculteurs, il y a tout un cycle de conférences très intéressantes, très pratiques. Pas du tout, on n'est pas dans des plénières ou des conférences magistrales. On est dans je veux me convertir au bio, quelles sont les 10 questions à me poser. Je veux transmettre mon exploitation, comment je fais, quelles sont les étapes. Donc c'est vraiment des choses extrêmement concrètes. Et effectivement, dedans, il y a aussi comment je peux commencer à réduire mon impact environnemental et par quoi, qui peut me renseigner. Enfin, c'est des choses très pragmatiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 80 personnalités politiques attendues. J'ai l'impression que c'est un record et qu'il est un peu battu chaque année. Est-ce que vous n'avez pas ras-le-bol, pardon d'être un peu trivial? Alors, non, on n'en a pas ras-le-bol. C'est aussi une source de fierté, comme le salon, d'accueillir toutes ces personnalités politiques. Néanmoins, une fois qu'on a dit cela, le sujet, c'est de garder un équilibre entre la vocation première du salon, qui est pour les agriculteurs de se montrer à du grand public et des professionnels, et en même temps de recevoir des personnalités politiques. C'est sûr que quand on en reçoit 20 dans la journée, par exemple, alors à part le débordement, entre guillemets, du service protocole qui, toute la journée, en enchaîne, ça peut nous poser des problématiques de flux, par exemple. C'est surtout en cela que... Il faut rappeler que c'est un événement privé, le Salon international Alors, de l'agriculture. vous faites bien de le rappeler, c'est un événement privé dans lequel tout le monde a des droits et des devoirs, et y compris les personnalités politiques et leurs équipes. Donc ça, on l'a rappelé. Sur le salon lui-même, on a pour tout le monde, toutes les catégories de public, on a un code de conduite qui s'appelle la SIA-attitude et qu'on propose à tout le monde d'adopter, c'est-à-dire on se comporte bien, si on boit un coup avec des amis, on ne boit pas trop, on respecte les animaux, etc., etc. Et on a proposé aussi aux politiques une charte de bon déroulement en leur listant un certain nombre de choses qu'on pensait être respectables par eux pour avoir un salon confortable pour tous. Est-ce que le président de la République va la signer, la charte? Parce que sa visite l'an dernier, ça ne doit pas être un très bon souvenir pour vous. Non. Qu'est-ce que vous avez prévu pour que ça ne se reproduise pas? Je ne dis pas que c'est facile, hein. Alors, non, c'est pas un bon souvenir. On lui a pas demandé de signer la charte, mais on l'a transmis à son cabinet. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu là? On a prévu d'anticiper au maximum, puisque l'année dernière, il y avait une dimension quand même qui ne convient à aucun organisateur de grands événements. C'est une dimension de surprise avec une intrusion d'une manifestation. Donc là, on est en train de prévoir le maximum de choses. Et je dis pas que tout va pouvoir être prévu, mais on essaye au maximum d'anticiper et de répéter aux visiteurs. Et notre campagne, dans ce sens-là, va s'accentuer demain et après-demain, de venir en semaine et de prendre en compte que la matinée inaugurale du samedi matin nécessite parfois... Pour l'instant, je ne sais pas quoi, mais nécessite parfois des adaptations qui peuvent rendre la visite moins confortable que d'autres jours. Si vous pouvez choisir, venez plutôt le lundi ou le mardi que... Alors, le samedi après-midi, peut-être déjà. Mais effectivement, oui, c'est mieux. C'est un bon conseil. Merci beaucoup Valérie Leroy. Bon 61e Salon international de l'agriculture et 2e. SIAPRO, on passe à notre débat. Comment les start-up et les associations peuvent travailler ensemble? Le débat de Smart Impact, je vous présente mes invités tout de suite. Anne-Sophie Gervais, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la co-directrice de Raise Sherpa. David Robert, bonjour. Bonjour. Co-directeur de J'accueille. Quelques mots de présentation. Raise Sherpa, c'est le fonds de dotation du groupe Raise, c'est ça? Exactement. Donc on est la partie philanthropique d'un groupe d'investissement. Donc Raise, c'est un groupe d'investissement qui reverse 50% de son carry d'interest à une fondation qui s'appelle Raise Sherpa. Et donc depuis 10 ans, on accompagne des projets à fort impact environnemental et social. Et donc ça vous donne quel levier, quelle amplitude, quel budget? Alors, on a 60 millions de budget au global. Et aujourd'hui, on a accompagné plus de 200 startups
à travers du financement et de l'accompagnement. Et on va en parler aujourd'hui aussi, 9 associations depuis un an, dont J'accueille. Ouais, on va raconter pourquoi vous avez créé cette branche, on va dire, Reste Sherpa Association. J'accueille, c'est donc une association, je veux bien que vous nous la présentiez, David Robert, une émanation de Singa, c'est ça ? Exactement, on a un programme de ce qu'on appelle de l'hébergement citoyen, qui a été mis sous le feu des projecteurs, notamment à l'occasion de la crise ukrainienne, mais qui existe depuis une dizaine d'années. Et le principe, c'est de permettre à des citoyens qui veulent ouvrir leurs portes, d'accueillir dans les bonnes conditions des personnes réfugiées. Voilà, pour évidemment créer du lien social, de la compréhension, progresser plus vite, accéder plus vite à un emploi, à un logement, voilà, utiliser aussi le réseau social des accueillants et la connaissance des codes socioculturels des accueillants pour permettre à ces gens une meilleure inclusion dans la société. Qui existe depuis combien de temps ? Ça fait 10 ans, tout juste. 10 ans, tout juste. Et donc vous lancez, Anne-Sophie Gervais, Reste Sherpa Association. De quoi il s'agit et quel est le principe ? Le principe, c'est un accompagnement, je pense, sur une durée assez longue, c'est ce que j'ai compris. Exactement. Alors, pour revenir à la jeunesse du projet, donc, notre fonds de dotation à Sherpa, il accompagne depuis 10 ans des startups dans leur changement d'échelle. Et donc, on a créé autour de ces startups un réseau de mentors, d'operators qui les accompagnent au quotidien. Et en fait, un jour, on s'est dit, pourquoi ne pas mettre tout ce qu'on avait créé pour les startups au profit du monde associatif et justement financer à travers du don pluriannuel et accompagner ces associations dans leur changement d'échelle. Et avec en fait une volonté au global de financer l'innovation sociale environnementale, qu'elle soit dans des startups ou dans des associations comme J'accueille. Et de mettre aussi en contact les unes et les autres, c'est-à-dire les startups, les entreprises de la tech et les associations. Nous, notre mission chez Sherpa, c'est vraiment de créer des ponts entre des écosystèmes qui se parlent trop peu, selon nous, et qui ont beaucoup à s'apporter. Donc d'abord, la finance et la philanthropie, donc c'est le modèle même de la création de Sherpa. Ensuite, le monde des startups et le monde des grandes entreprises, parce qu'elles ont beaucoup aussi à s'apporter mutuellement. Et aujourd'hui, créer des passerelles entre le monde de la tech et le monde associatif, en se disant que chacun a à s'apporter mutuellement, que ce soit sur des enjeux de digitalisation pour des associations, mais aussi pour des startups de la tech, justement d'aller plus loin dans leur engagement. Ouais. Et alors justement, on va rentrer dans le concret. Qu'est-ce que vous apporte ce type de collaboration, de synergie pour J'accueille ? Beaucoup de choses, c'est une évidence de commencer par ça. Peut-être un point de contexte d'abord. Notre métier à nous, c'est de créer du lien social. C'est de faire en sorte qu'en rencontrant des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer dans sa vie de tous les jours, donc des vieux quand on est jeune, des noirs quand on est blanc, des musulmans quand on est chrétien, etc., on fasse démocratie ensemble. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, le temps dévoué à la création de liens sociaux, il est quand même de plus en plus passé sur des petits écrans et un petit peu moins à se rencontrer. Et nous, on vit et on peut faire notre métier parce qu'on a des milliers de bénévoles, d'accueillants partout en France. Ces gens-là, aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de les toucher, concrètement, avec ce qui est devenu le quotidien en 2025, c'est de passer par le digital. Historiquement, le digital demande pour les entreprises des investissements massifs, avec des moyens que les associations n'ont pas. Et donc pour nous, la première chose que ça nous apporte, c'est de rencontrer, de comprendre le monde de la tech, en gros, de façon à nous donner des moyens qui ne soient pas anecdotiques par rapport à nos besoins. Si on veut recruter des milliers de personnes, des milliers d'accueillants, il faut qu'on sache ce qu'est une politique d'acquisition sur les réseaux sociaux. Si on veut, faire des formations, des sensibilisations à très grande échelle, il faut qu'on soit capable de diffuser des vidéos, des contenus à grande échelle et de bonne qualité. Et pour ça, historiquement, le monde des associations est très peu doté et donc on est mis en relation avec des professionnels qui vont nous donner du temps, des compétences et parfois des moyens. Et donc là, concrètement, c'est avec une start-up, c'est avec des différents professionnels qui travaillent dans différentes entreprises ? En fait, il y a différents types. Il y a déjà un accompagnement stratégique. Donc Anne-Sophie nous met en lien avec des gens qui ont fondé des grandes entreprises de la tech et qui ont envie d'apporter leurs compétences, leur vision sur le développement des outils digitaux au service de l'intérêt général. Donc là, j'ai une forme de mentorat avec le fondateur de Mano à Mano, par exemple. Mano, pardon. Et puis ensuite, on est mis en lien avec beaucoup de techniciens, qui sont des gens qui peuvent donner 1 jour, 10 jours, 20 jours de leur temps de travail pour nous aider à développer, en l'occurrence, une plateforme d'open data, un outil d'intelligence artificielle pour mieux comprendre les dynamiques sociales d'un territoire et mieux travailler. C'est du mécénat d'entreprise aussi, de la part de ces entreprises de la tech qui participent au programme ? Demain, ça peut l'être. En fait, nous, il faut nous voir comme un peu ce tiers de confiance qui connecte, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a fait une étude, notamment avec OpinionWay, qui montre que 13% des startups ne vont pas
à la rencontre des associations, manque de temps, manque de connaissances sur ce monde-là. Donc en fait, c'est un peu connecter ces deux mondes en fonction des besoins, comme disait David, sur des sujets de digitalisation, de compréhension de modèles un peu tech, et connecter en fait ces différentes parties-là. Mais si on se met du côté des entreprises de la tech, qu'est-ce que ça leur apporte? Bon, moi j'ai ma petite idée, mais je veux bien vous entendre là-dessus. Alors après, moi j'ai du mal à me mettre à leur place, mais je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet d'engagement aussi de la part du monde de la tech, et de se dire, notamment, je pense que c'est pas un sujet de communication, c'est vraiment un sujet d'engagement de collaborateurs. Et on pourra en parler tout à l'heure parce que J'accueille est rentré dans un programme qui s'appelle Data for Good et qui est fabuleux aussi. Mais c'est de se dire, en fait, je donne aussi du sens à mes collaborateurs qui travaillent dans l'IT, qui travaillent dans le marketing, pour mettre à profit leurs compétences au profit d'associations. C'est un peu, en fait, aller plus loin que j'ai pas vraiment de sens dans ma vie, donc je vais donner un peu de temps à une association en allant faire une maraude. Je schématise. Là, c'est de se dire, mais en fait, c'est un professionnel du marketing digital. Et en fait, mon temps, je peux le donner à J'accueille, et ça va leur servir à recruter de nouvelles familles qui vont du coup accueillir de nouveaux réfugiés et créer ce fameux lien. En fait, c'est vraiment ça. Qu'on essaye de réconcilier. Vous parlez de quoi? C'est une sorte de potentiel de développement à faire éclore, quoi. C'est un peu ça l'idée? Exactement. Après, il y a deux sujets. Nous, ce qu'on vient faire, et on l'a toujours fait, c'est un peu la venture philanthropie. Si on finance, parce qu'on n'en a pas parlé, mais J'accueille, tu pourras le dire, David, a développé une plateforme qui aujourd'hui a besoin aussi de voir comment elle peut être mise dans les mains des bonnes personnes au bon moment pour prouver son full potentiel. Mais ça, c'est l'innovation dans une start-up, c'est aussi financé comme ça. C'est ce qu'on appelle le product market fit, qu'on connaît tous, et de se dire quelle est l'adéquation entre mon produit et l'utilisateur final. Et ça demande du temps, ça demande du financement. Et donc nous, on vient aussi financer. C'est là que vous intervenez. Sur 3 ans, D'accord. on a financé. Nous, on fait du don non fléché, c'est-à-dire qu'on flèche pas, on ne dit pas mon argent, tu dois l'utiliser pour faire ceci ou cela. On fait des dons entre 30 et 40 000 euros sur 3 ans. Donc ça fait des enveloppes entre 90 et 120 000 euros. Donc ça, c'est la première brique, financement. Ça, on la couple à de l'accompagnement, c'est-à-dire au quotidien, on se parle de quoi tu as besoin, qui je pourrais te connecter. Et c'est vraiment ça qui crée la valeur. Il faut imaginer que ce financement, c'est un peu plus qu'un équivalent temps plein d'un développeur à plein temps. Et, vous n'auriez pas pu vous le payer? Mais jamais. Évidemment que non. C'est quelque chose, c'est très complexe à développer. Pour des bonnes raisons. Quand on finance une association, quand un mécène ou quand l'État, la puissance publique, donc notre argent, l'argent des contribuables, finance une association, l'idée c'est de se dire il faut qu'on finance son cœur de métier, ce qui est essentiel. On a un devoir de sobriété, un devoir d'utilisation modérée de l'argent public. Et donc, évidemment, si on veut développer des innovations, on est plutôt dans une logique d'investissement que dans une logique de mécénat. Et donc, on dit, nous, si on veut dire que l'intelligence artificielle, c'est pas seulement pour acheter plus vite depuis son canapé des produits polluants, mais c'est aussi pour aider à un monde un peu plus juste, il faut investir dans l'intelligence artificielle. Ça coûte une fortune, et en temps humain, en compétences humaines et en matériel. Et donc ça, on ne pourrait jamais se le payer si on n'avait pas un autre type de financement, qui est plutôt un financement pour l'innovation sociale et pas un financement pour le courant. Est-ce que vous en voyez déjà les effets, ou est-ce que c'est trop tôt pour faire un bilan? C'est un peu tôt. Les effets qu'on voit, c'est que c'est tellement difficile de financer l'innovation dans le monde de l'intérêt général que le simple fait de recevoir des financements qui nous permettent de développer des produits un peu originaux, ça nous donne un peu plus de visibilité. Témoin de notre présence sur ce plateau aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier effet. Donc d'une certaine façon, c'est aussi une forme d'appel à dire financer l'innovation sociale. Les 90% de mes coûts sont des salariés qui reçoivent des personnes en grande vulnérabilité et qui essayent de trouver des solutions. C'est un travail de personne à personne, un travail de terrain qui n'a rien à voir avec les écrans. Mais si j'ai pas ce 10% qui nous permet de toucher davantage de bénévoles, de toucher davantage de personnes, de professionnels, de faire comprendre notre travail, on n'a plus d'essence dans le réservoir d'une certaine façon. Nous, sans bénévoles, on peut rien faire. Et aujourd'hui, ces bénévoles, on les recrute par ce biais. Comment vous choisissez, Anne-Sophie Gervais, les associations accompagnées? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, même si c'est 9, c'est ça? On a 9 à date et c'est 6 par an. D'accord. Donc un appel à candidature, c'est ça? On a deux appels à projet, mais c'est pas vraiment ça, mais parce qu'on communique pas forcément sur ces appels à projet. Mais en fait, on a 2 sessions par an. On a 2 thèmes, la protection de l'environnement et l'inclusion sociale. Ça regroupe quand même beaucoup de sujets. Et nous, ce qu'on va choisir, c'est vraiment des associations avec un angle innovant,
ou en tout cas la façon dont est gérée l'association est innovante et qui ont un vrai potentiel de changement d'échelle. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment faire le parallèle entre ce qu'on faisait sur les startups, sur les associations, et aider vraiment pendant cette phase critique qui est le changement d'échelle. Et typiquement sur J'accueille, financer une plateforme qui demain peut vraiment donner une autre dimension. Enfin, tu vas peut-être dire ce que fait cette plateforme parce que c'est vraiment passionnant. Une autre dimension à l'association, pour nous, c'est fondamental. Et c'est là qu'on aura réussi finalement. Et après, c'est bien sûr créer un peu des liens avec tout l'écosystème, comprendre qui finance quelle association à quel moment et prendre le relais. Parce qu'aujourd'hui, le financement des associations, c'est un énorme enjeu, le fundraising. Les assos, ils passent entre 10 et 40% de son temps. À chaque fois, je sors ce chiffre, mais c'est plus de ton temps. Ouais. Et comment nous, on vient en fait justement agréger plusieurs financeurs et aider des associations à passer plus de temps sur leur mission que sur la recherche de financement. Allez, on conclut là-dessus, moins d'une minute. Cette plateforme, justement, qu'est-ce qu'elle change ? En moins d'une minute, cette plateforme, dans l'absolu, elle change tout. Ouais. On espère. Aujourd'hui, la question de l'accueil des réfugiés, elle est extrêmement politique, elle est complexe, elle est instrumentalisée systématiquement. Nous, on essaie de se dire, d'un côté, il y a des emplois en tension, il y a des gens qui ont besoin d'embaucher qui n'y arrivent pas, il y a des classes qui ferment, des services publics qui ferment dans les campagnes, et puis il y a des logements vacants partout. Et le gros problème, c'est d'inventer une mobilité qui soit bénéfique à tout le monde. Et au lieu de se dire on va se répartir la charge des personnes réfugiées, on se tire une balle dans le pied parce qu'on supposerait que ces gens-là ne sont bons qu'à être des charges, on se dit comment on va faire de l'accueil une richesse pour tout le monde. Et donc on utilise en gros, en un mot, l'intelligence artificielle pour faire correspondre les endroits où on a des emplois en tension, des logements vacants, des écoles qui vont fermer pour des problèmes d'effectifs, et on essaye de dresser un tableau prospectif de qui a le plus intérêt d'accueillir à court terme dans les meilleures conditions pour que ça se passe bien pour tout le monde. Parce que accueillir 3 familles dans un village, ça ne peut que faire du bien si c'est encadré intelligemment. Voilà en gros comment on utilise dans l'absolu les ressources de l'avenir ou même du présent aujourd'hui pour dessiner une politique publique un peu plus intelligente. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Prêt pour l'impact tout de suite. Smart Ideas avec Fabien Cordon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général Île-de-France des Alchimistes, entreprise créée fin 2016 par Alexandre Guilluy et Fabien Kenzo Sato. Ça représente quoi le réseau des alchimistes aujourd'hui ? Aujourd'hui, les alchimistes, c'est une 22 agglomérations à peu près. Un réseau d'une quinzaine d'entrepreneurs, donc dans toutes les grandes métropoles françaises, et c'est 30 000 tonnes de déchets alimentaires collectés. Oui, alors votre cœur de métier, c'est quoi le tri, la récupération des déchets, et notamment des biodéchets ? C'est ça, notre cœur de métier, c'est de sortir les biodéchets des poubelles classiques pour pouvoir les transformer ensuite en compost et qu'ils puissent retourner au sol. Donc on a aussi une étape sensibilisation et formation pour expliquer le geste de tri, pourquoi c'est important. Et ensuite, on vient faire toute la chaîne de A à Z. Avec une méthode qui est assez originale. Vous notez toujours vos clients. Je lisais ça en préparant l'émission. On ne paye pas exactement la même chose en fonction de la qualité du tri, c'est ça ? Exactement. Nous, notre but, c'est de nourrir les sols ensuite. Et si on le nourrit avec du plastique ou une boîte de conserve, on ne va pas pouvoir faire pousser des légumes et des fruits. On est bien d'accord, oui. Exactement. Donc, on va noter chaque bac, chaque client, et on va lui faire payer une différence suivant s'il a bien trié ou pas. Et s'il a mal trié, on va pouvoir faire une action de formation pour lui expliquer comment corriger. La loi qui impose le tri à la source des biodéchets, j'imagine que c'est un accélérateur de croissance. Comment ça fait un peu plus d'1 an là. Quel bilan vous en faites ? Oui, l'année 2024 a été une grosse année. Beaucoup de personnes ont voulu se mettre en conformité avec la loi. C'est la loi AGEC qui concerne à la fois les particuliers et les professionnels. Donc tout le monde doit faire le geste de tri depuis le 1er janvier 2024. Ouais. Et donc ça vous ouvre des marchés qui n'existaient pas jusqu'à présent ? Oui, ça nous ouvre les marchés des collectivités qui avant ne s'étaient pas lancés. Et puis aussi les professionnels. Aujourd'hui, tout bureau doit avoir une solution de tri pour ses biodéchets. Par exemple, pour la machine à café, on a le marc de café, on a les pots de banane pour le goûter. Et ça, on vient les collecter, spécifiquement en vélo quand c'est des petits volumes, ou des gros camions pour les collectivités. Vous avez aussi développé un programme qui s'appelle les couches fertiles. On parle des couches bébés. De quoi il s'agit ?
C'est comme l'idée des biodéchets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met dans nos poubelles classiques, ça part en incinération ou en enfouissement, alors que c'est plein de nutriments pour le sol ensuite. Donc on a travaillé, on a fait beaucoup de R&D avec les producteurs de couches pour créer une couche 100% compostable. On est parti d'une couche avec des matériaux plastiques qui n'étaient pas compostables. On est aujourd'hui à une couche 100% compostable. On vient la collecter dans des crèches, dans des maternités, et puis ensuite on vient les composter. C'est plus de 250 000 couches en 2024 et collectées en France. Oui, et donc ça veut dire un partenariat avec un réseau de crèches, ça veut dire une filière de collecte spécifique. Enfin, quand on aimait l'idée, on trouve ça super, après il faut l'organiser. Donc ça peut être soit des crèches publiques, on a travaillé avec des collectivités engagées, ou des réseaux de crèches privés qui souhaitent aussi se lancer, ou des maternités. Et ensuite, on vient faire la collecte comme les biodéchets, suivant les volumes, soit à vélo, soit en camion. Ouais. Dernier thème, tiens, c'est les alchimistes, c'est aussi un réseau inclusif. Vous faites travailler des personnes éloignées de l'emploi. C'est un des piliers de l'entreprise, ça ? Oui. L'idée de l'entreprise, c'est de faire du bien à la planète tout en faisant du bien aux personnes, en créant ce qu'on appelle des emplois heureux. Donc plus de 50% de nos équipes exploitation sont initialement éloignées de l'emploi. Donc des gens qui n'avaient pas de travail, des difficultés. Et nous, par le travail, on vient, après l'action d'insertion, leur proposer un CDI et puis une courbe d'apprentissage et des compétences chaque mois différentes. Merci beaucoup Fabien Cordon et bon vent aux alchimistes. Voilà, merci, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu et Marie Billat à la programmation et à la production, le réalisateur Romain Luc et l'ingénieur du son Saïd Mamou. Belle soirée, belle journée et à très vite.